comment fidéliser et surtout retenir ses clients? Cette problématique reste entière pour les entreprises. La nouveauté avec le digital, c'est que l'on peut entretenir une relation personnalisée tout en réunissant des datas indispensables pour entamer de futures stratégies marketing. Pour en savoir plus, nous recevons Damien Fournier, cofondateur de l'agence Bright, une agence de data marketing. Bonjour Damien. Bonjour Victoria, Alors, on t'écoute. merci. Oui, l'idée aujourd'hui, c'est de parler à la fois d'acquisition, mais également de rétention, et surtout comment la logique mathématique peut être au service du marketing. Rapidement, je me présente, je suis le cofondateur de l'agence Bright. On est une agence de data marketing. On n'est pas né agence à la base. On était un studio de growth hacking pour les startups dans lesquelles on était soit cofondateur, soit partie prenante. Et depuis un peu plus de 2 ans, on a ouvert nos services aux entreprises établies. Moi, j'aime bien déjà comprendre un peu le contexte du marché avant déjà d'une part de présenter la suite et de présenter un peu une idée sur la data marketing, et surtout que ce marché il a beaucoup évolué ces derniers temps, surtout avec l'avènement du Covid. Et même si dans le passé il y avait déjà une croissance du e-commerce en Suisse qui était remarquée, on peut dire que post-Covid elle va être remarquable et elle continue toujours de grandir. Et en plus, les consommateurs, ils ont une nouvelle offre qui est de plus en plus diversifiée. Ils ont changé leurs habitudes, ils ont commandé de plus en plus en ligne, ils ont utilisé leur mobile. Ils ont aussi vu apparaître des nouveaux acteurs qui vendaient soit des produits, soit du service. De facto, le digital prend une place de plus en plus importante dans le mix média, et on remarque qu'il y a un pivot de plus en plus massif sur les leviers digitaux versus les leviers dits traditionnels, avec aussi une augmentation très importante au sein du mix média d'un levier média qu'on appelle le paid search, notamment Google Ads. Et enfin, il y a un quatrième insight qui est important aussi pour comprendre la logique derrière tout ce que je vais vous expliquer durant les 20 à 30 prochaines minutes. C'est la notion de la régulation des données qui augmente et qui se globalise de plus en plus, et qui participe aussi à faire augmenter les coûts d'acquisition, puisqu'on va moins pouvoir segmenter nos achats médias, et donc du coup on va devoir acheter des audiences plus larges, et ce qui va du coup générer des coûts d'acquisition plus importants. Finalement, pour synthétiser ces 4 insights, le marché suisse du e-commerce est de plus en plus concurrentiel. Il y a un usage de plus en plus dense des leviers digitaux qui se font souvent par de l'achat d'audience sous forme d'enchères. Donc, plus il y a de personnes qui enchérissent et plus les coûts sont importants. Et on est face à une régulation qui se veut mature et globalisée. C'est d'autant de facteurs qui participent à l'augmentation des coûts par acquisition en Suisse. Et ça peut poser un vrai enjeu face aux entreprises e-commerce qui avaient l'habitude d'avoir des coûts d'acquisition relativement bas et qui voient ces coûts d'acquisition s'augmenter inexorablement. Et c'est là où la science des données peut être un outil d'aide à la décision, un outil aussi permettre de maîtriser la rentabilité de son acquisition. Et l'objectif, ça va être de le faire sur le omnicanal et pas seulement sur les leviers digitaux. Et c'est ce qu'on va voir avec cette notion de science des données autour de l'omnicanalité. Avant toute chose, avant de commencer à détailler un peu plus comment on peut mettre en place une stratégie omnicanal performante, il faut déjà savoir quelle est sa propre capacité d'investissement dans le média, à combien on peut se permettre de payer un nouveau client. Pour ça, on a une méthodologie qui est assez connue, qui s'appelle la lifetime value, et tout l'enjeu finalement, c'est de comprendre et de connaître la marge globale qu'un client va être capable de nous apporter sur une durée de vie qu'on va fixer. Nous, on a bien utilisé une durée de vie de 8 ans. Certains modèles d'affaires sont plus propices à des durées de vie de 3 à 5 ans, d'autres un peu plus longs. Mais 8 ans, ça reste une bonne moyenne. Dans l'exemple que je vous présente, on a calculé pour une entreprise fictive la lifetime value des différents consommateurs sur une plateforme e-commerce qui vend des produits sur différents secteurs d'activité. Ce qu'on peut remarquer sur la courbe qui est en cyan, que les clients qui achètent plusieurs types de produits, donc par exemple du prêt-à-porter ou de la hi-fi, ont sur toute leur durée de vie une lifetime value supérieure. Donc par exemple, si on fait des campagnes d'acquisition multi-secteur ou multi-business unit, on va être capable, par exemple, si on fixe à 75 mois, une lifetime value de 430 francs à peu près, de dépenser entre 0 et 429 francs,99 francs pour acquérir ce client, puisqu'il sera rentable sur une durée de vie moyenne. Et puis, à défaut, si on prend sur les clients qui achètent essentiellement du voyage, on va avoir une LTV qui va être assez importante, mais qui sera quand même plus basse. Et donc, du coup, on sait qu'on pourra, par exemple,
réserver que 375 francs max pour pouvoir pas dépasser son seuil de profit par rapport à son acquisition. Cet indicateur, il est extrêmement important puisque finalement, c'est au travers de la lifetime value qu'on va définir des prochaines stratégies d'acquisition et qu'on va pouvoir commencer à calculer des coûts d'acquisition par canaux et de voir si on est dans le vrai ou dans le faux par rapport à son plan média et à ses budgets médias. Pour pouvoir comprendre l'intérêt de la data science, on va parler d'un vieux sujet qui est extrêmement stratégique, c'est la réattribution. C'est à partir de quelle campagne, à partir de quel levier média le client est devenu un client chez nous. Et ça, c'est l'enjeu du marketing depuis sa naissance, à savoir comment on peut réattribuer une publicité et comment on peut mesurer l'impact d'une publicité par rapport à une autre. Pour le digital, les plateformes sont assez matures. On a quand même une manière de pouvoir traquer au travers des plateformes comme Google ou comme Meta et de pouvoir, avec un bon tracking, suivre les conversions et plus ou moins comprendre qu'un client est devenu du search ou de Facebook. Malgré tout, ces plateformes ont une tolérance d'échec, de marge d'erreur, et quand on les croise avec des données back-office, on s'aperçoit qu'on est plutôt entre 10 à 20% d'erreurs, la moyenne étant plutôt 15%, mais une fois qu'on le sait, on peut pondérer. Le plus intéressant et presque le plus innovant quand on parle de data marketing, cette notion de réattribuer sur des canaux offline, puisque là, comme vous savez, il n'y a pas de possibilité de traquer. Il est difficile de demander d'où vient un client et comment il a pu comprendre la marque et pourquoi il est rentré dans une phase de considération. Même si on peut lui poser la question, souvent ça peut être assez évasif et puis c'est que du déclaratif. L'idée du modèle de réattribution, du Marketing Mix Modeling ou MMM, c'est de calculer des impacts pour chaque action marketing entreprise. Donc, ça veut dire qu'on va devoir passer par une première étape qui va être de documenter l'ensemble de ces médias, online et offline, de comprendre et de répartir les budgets réels à la semaine. Alors sur des plateformes digitales, c'est évidemment beaucoup plus simple. Sur les plateformes offline, tout ce qui est affichage dans la rue ou à la télé, ça peut être des fois des choses un peu plus complexes, mais c'est extrêmement important pour pouvoir avoir une granularité dans la lecture de son plan média et d'avoir aussi les algorithmes de réattribution qui peuvent fonctionner, puisque finalement, c'est un système de calcul d'impact. Dès qu'on injecte une prise de parole et une publicité, on regarde l'impact que ça va avoir sur les revenus. Là, dans cet exemple, on est sur un mix qui comprend Facebook, de l'affichage out of home, du print, du search et de la télévision sur 12 mois, et on a une granularité qui nous permet de pouvoir activer et commencer à tirer des premiers apprentissages. La deuxième phase, c'est analyser les impacts de chaque canal avec, dans cet exemple-là, une entreprise déjà établie. Ça veut dire qu'en gros, la baseline, qu'on voit à 82,47%, veut dire que sans avoir à faire de la publicité, si la société avait stoppé son investissement marketing, elle aurait eu 82,47% de son revenu qui aurait été garanti. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de marketing, puisqu'on va assister à une attrition de son chiffre d'affaires au fil des années, mais ça veut dire aussi quel est l'impact et la part réelle de la campagne ou des campagnes marketing sur l'année. Dans cet exemple-là, c'est un peu moins de 18%. Ce qu'on remarque, c'est que l'affichage out of home, la télé, pour ce client-là, a un impact relativement significatif. La newsletter également, puisqu'on prend aussi les actions marketing de type newsletter, tout ménage et autres, qui ne sont pas forcément liées à vrais achats médias, mais qui sont une action marketing quantifiable. Une fois qu'on a commencé à comprendre un peu les différents impacts, on a déjà des premières hypothèses. Et le plus intéressant, c'est de comprendre quels sont les vrais retours sur investissement pour commencer à pouvoir prédire ou en tout cas se projeter sur un nouveau plan média un petit peu plus optimisé. Dans cette représentation, il y a beaucoup d'informations à lire et à comprendre. Déjà, à droite, on a cette notion de ROI. Donc là, on voit que pour cette entreprise, Facebook n'est pas forcément un levier qui est rentable. Par contre, tout ce qui est search click est relativement rentable avec un ROI à plus de 1,5. Un point aussi intéressant, c'est que l'out of home est presque isométrique à 1,07. Et puis, on voit que en moyenne, les coûts représentent 32% du plan média et sont à peu près à 32,3% de la part du chiffre d'affaires généré. Mais c'est tellement significatif
que c'est important de conserver cette stratégie média, parce que quand on représente plus de 30% de son revenu, c'est un canal qui va être, même s'il est petit, qui va être important. Ce qu'on peut aussi comprendre, c'est qu'on va voir la part de Facebook qui va être relativement peu rentable, avec une dépense, la représentation des dépenses de 18% qui va être assez importante par rapport à ce qu'elle va être capable de générer comme revenu. Là, on est à peu près à 11%. A contrario, on voit que la répartition sur le plan média pour le search est de 8%, alors que le search représente presque 13% du revenu. Donc là, on commence déjà avec ce type de représentation, d'avoir une représentation avoir des opinions, une intuition qui est basée sur la logique, en se disant, bah tiens, est-ce que je ne dois pas investir un peu moins sur Facebook pour pouvoir investir un peu plus sur le search et finalement conserver l'affichage en out of home, puisque j'avais des doutes. Et en lisant ça, on voit qu'on n'en a pas besoin, enfin, on n'a pas de doute. Presque le plus important, une fois qu'on a passé ces 3 phases, c'est de comprendre aussi quel est son seuil d'investissement. Plus on investit sur des leviers médias, et moins, à un moment donné, on va être rentable sur un levier en particulier. On appelle ça l'effet marginal décroissant, où au début, on va être extrêmement rentable, et puis à un moment donné, quand la courbe va s'aplatir, ça veut dire que le franc qu'on investit est moins rentable, voire perdant par rapport à d'autres leviers médias. Et c'est tout l'enjeu finalement d'un mix marketing, c'est de comprendre et de savoir jusqu'où on se situe, et si on est encore dans la phase où on gagne de l'argent, ou si on est plutôt en train de perdre de l'argent en investissant sur des leviers où on a déjà dépassé ce fameux cap. Par exemple, sur la télé, en violet, on voit que la courbe monte et que c'est à partir de 600 000 francs, dans cet exemple-là, où finalement on commence à avoir cet effet marginal. À titre d'exemple, le late, la courbe est extrêmement droite, elle n'est même pas continuée, donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre et qu'on est dans la phase ascendante, donc on pourrait imaginer d'investir un peu plus sur le search. Facebook, la courbe monte très vite, mais très vite elle s'aplatit. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas stopper Facebook, mais qu'il faut plutôt diminuer pour pouvoir éviter d'être dans ce fameux point de blocage où on n'est pas rentable par rapport à son investissement média. Ça permet d'évaluer du coup son plan média, de pouvoir savoir si on est dans le vrai ou dans le faux, ou si on commence à dépasser un peu son cap de rentabilité. Mais là où c'est puissant, et c'est là où les maths vont être plus fins que l'intuition, c'est qu'à budget équivalent, le modèle va pouvoir proposer différents types d'optimisation. Il va nous proposer plein de modèles d'ailleurs. Il y a un vrai savoir-faire pour essayer de comprendre quel est le bon modèle en fonction des jeux de variables qui sont le plus importants pour l'entreprise par rapport à là où elle en est, par rapport à sa croissance et à son écosystème. Mais là, dans les propositions de budget optimisé, ça veut dire que sur un budget équivalent, l'hypothèse d'investir, par exemple, 217 000 francs sur le search, de diminuer massivement la télé et Facebook, est un point important. Alors pourquoi il a diminué la télé alors qu'on a vu qu'il n'était pas encore atteint, qu'elle n'avait pas atteint l'effet marginal? C'est parce qu'on est parti sur l'hypothèse que le budget restait le même. Mais si on imaginait qu'on avait un budget qui se construit par rapport à la traction du marché, donc en gros, plus je suis rentable, plus j'ai une capacité d'investir, dans ces cas-là, l'algorithme aurait fait des propositions différentes. C'est là où la logique mathématique va conforter ou infirmer des hypothèses, des intuitions. Évidemment, le modèle de MMM fonctionne quand on est dans une volonté de pouvoir traquer de la croissance et du revenu. C'est clair que si on a des objectifs de notoriété pure, là, les maths, ils vont pas pouvoir remplacer l'émotion. Donc, c'est aussi pour ça que il ne faut pas confronter la logique à l'intuition, mais c'est plutôt associer les deux pour que le 1 plus 1 fasse 3. Donc ça, c'était sur la partie acquisition. Sur la partie plutôt rétention, aussi des insights sur le marché qui sont assez intéressants, tout est sourcé. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un changement de paradigme, comme j'ai un peu dit en préambule. Pendant la phase Covid, les entreprises qui avaient une stratégie de e-commerçant, à savoir des produits ou des services, ont vu une explosion, ou en tout cas une forte croissance et une acquisition de nouveaux clients. Les nouveaux clients coûtent plus cher, parce que les coûts d'acquisition sont plus élevés. Donc, de facto, la logique veut qu'on soit plutôt en quête de pouvoir retenir ces clients le plus longtemps possible. C'est des clients qui nous ont coûté,
qu'on a déjà investi un budget média pour pouvoir l'acquérir. Et il y a vraiment une tendance, et ça Gartner l'a identifié, que post-Covid, de plus en plus de budgets sont alloués à des stratégies de rétention. Elle va aussi dans ces stratégies de rétention dans le sens des clients, puisque les clients déclarent assez simplement que si l'expérience est satisfaisante, ils ont moins envie de papillonner d'un site à un autre, ils ont plutôt envie de consolider leur achat et de continuer à acheter au sein de la même plateforme. Donc on est là dans tout un territoire qu'on appelle le CX, le Customer Experience, qui n'est pas l'objet de la présentation de ce jour, mais qui est quand même un insight assez intéressant. Avant-dernier insight, la valorisation des entreprises aujourd'hui se calcule aussi par la capacité de cette dernière à conserver ses clients, donc intégrer, avoir un taux de rétention important. Et donc, c'est plus l'acquisition coûte que coûte ou la capacité de démontrer qu'on est capable d'acquérir beaucoup de clients qui va créer la future licorne suisse, mais c'est plutôt sa capacité à gérer et à maîtriser son taux de churn. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure de cette complexité de récolter des données liées à la régulation. Le grand avantage des données, des programmes et des actions menées pour pouvoir conserver ses clients, donc c'est souvent par la mise en place d'un programme de fidélité, c'est qu'on va récolter des données pour l'entreprise qui sont tout à fait légitimes, qui sont les données transactionnelles, quel client a acheté quoi, et donc ça s'appelle la zéro party data, et c'est des données qui sont formidables pour pouvoir justement mettre en place tout ce qui va être marketing mix modeling et être encore meilleur pour pouvoir affiner ses stratégies d'acquisition. Du coup, travailler la loyauté de ses clients, ça permet à la fois d'entretenir une relation personnalisée, qui est demandée par les clients, tout en récoltant des données qui sont relativement capitales pour pouvoir définir sa future stratégie marketing. En termes d'actions concrètes, quand on parle de loyauté client, j'ai identifié 3 grands axes importants. Le programme relationnel, donc cette notion de pouvoir avoir la capacité de contacter un consommateur avec le bon message au bon moment. Donc souvent, on design des scénarios qu'on appelle des cycles de vie, et on va pouvoir avoir autant de scénarios qu'on a de profilage client. Idéalement, un client a un scénario, mais dans les faits, c'est parfois un peu complexe à setuper. Donc, on va avoir des personas, des groupements et des segments clients qui vont, eux, être travaillés par un programme relationnel. Ensuite, il y a les programmes de loyauté. Programme de loyauté, c'est cette culture que peut avoir l'entreprise de fidéliser ses clients, en tout cas d'incentiver ou de récompenser ses clients, de récompenser leur loyauté, en leur envoyant par exemple des frais de port gratuits ou en leur accordant des remises systématiques s'ils ont un certain nombre de points, etc. Et enfin, le troisième axe, peut-être le plus stratégique, c'est de prédire le churn pour pouvoir mettre en place ces fameuses actions de programme de loyauté. La prédiction du churn, aujourd'hui, on est capable de l'adresser d'un point de vue algorithmique et mathématique, ce qui permet d'avoir une stratégie unique pour chacun des clients. C'est ce que je vais vous présenter par la suite. Le grand avantage d'une stratégie de rétention, c'est qu'elle permet d'augmenter la LTV moyenne de ses clients. Et comme je vous l'ai présenté en tout début, plus on a une LTV qui est importante, plus on a une capacité de se positionner sur des leviers médias de mainstream coûteux, comme la télé ou l'affichage, qui est un peu plus coûteux dans la masse que les leviers digitaux. Et finalement, le fait de pouvoir avoir une lifetime value qui est importante fait qu'on peut amortir plus facilement un investissement sur des leviers mainstream. Donc la rétention va servir de facto l'acquisition. Comment prédire le risque de départ de ses clients grâce à la data? C'est le travail sur lequel on s'est pas mal penché, notamment auprès de nos propres startups, qui sont un vrai laboratoire de recherche et développement pour nous, et qui a permis de mettre en place une API qui permet de prédire justement quand est-ce qu'un client risque de partir. Ça permet plein de choses, notamment de garder son client, mais ça permet aussi, on va le voir, de mieux doser ses actions marketing et le coût que ces actions marketing peuvent engendrer. Dans l'idée de l'algorithme, c'est de pouvoir dessiner pour chaque client son profil d'acheteur basé sur des achats et sur les délais qu'il a mis entre chaque achat. Et l'algorithme va commencer à dessiner, là on le voit sur les courbes, donc à chaque date, il va faire un achat. Dès qu'il fait plus d'achats, son pronostic d'être encore en vie, entre guillemets, un client actif va diminuer. Et finalement, plus l'achat va s'espacer dans le temps, plus son risque de départ va s'accentuer. Mais globalement, là, on voit que ce client-là, il rentre dans un pattern spécifique et c'est ce pattern-là que l'algorithme va définir et c'est ce qui va permettre de donner une note moyenne.
comment on peut exploiter cette note, donc entre 0 et 100. 0, le client a définitivement churné, 100, le client est loyal pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et c'est dans des segmentations, de nouveaux genres qu'on va pouvoir agir. Je pars par exemple d'un exemple. Si on veut récompenser la loyauté de ses clients, souvent on va faire une segmentation où on va prendre le top 100 ou le top 1000 ou le top 10 000 de ses plus gros clients et on va envoyer un voucher où on va offrir 10 francs de frais de port. Mais si on le fait sur 5 000 clients et qu'on offre 10 francs de frais de port, l'action a coûté 50 000 francs à l'entreprise. Alors qu'avec ce modèle-là, on peut imaginer que ces 10 000 clients sont répartis entre le scénario 1 et le scénario 2, donc à savoir une probabilité d'être en vie entre 100 et 60%, et de 60% à 30%, il est plutôt en risque de départ. Et finalement, je vais plutôt me concentrer sur ce segment-là et je vais envoyer 10 francs à plus de 10 000 clients, mais peut-être 4 000 clients. Et finalement, la somme totale fait que je vais avoir économisé malgré tout plusieurs dizaines de milliers de francs, puisque le fait d'aller toucher par des actions marketing de loyauté des clients qui sont pour l'instant dans leur scénario est quand même un point assez qu'on juge qui n'est peut-être pas forcément nécessaire, mais on va attendre de voir s'il n'est pas en train de churner ou lui proposer d'autres types d'actions plus valorisantes. On considère que ceux qui sont dans la zone 3 ont churné, et donc ça ne veut pas dire qu'il faut complètement ne plus les considérer, mais peut-être pondérer les investissements marketing, puisque le retour sur investissement sera peut-être beaucoup moins approchable ou rentable. Donc voilà, l'idée c'est que pour chaque client, on a un pronostic et finalement on a un nouvel indicateur qui va pouvoir alimenter un programme relationnel, un programme de fidélité et déclencher des actions marketing spécifiques par rapport à ces indicateurs-là. En conclusion, la croissance d'une entreprise, elle doit mettre en place des actions personnalisées pour pouvoir faire de l'acquisition de manière tactique et héroïste, et se servir de la rétention pour pouvoir avoir une meilleure capacité d'acquisition et surtout de pouvoir prolonger la lifetime value au maximum pour l'ensemble de ses clients. Et c'est là où finalement la science des données est un vrai outil d'aide à la décision et un outil stratégique pour pouvoir apporter des réponses concrètes et pragmatiques. Je suis passé un peu vite sur ces différents algorithmes. On les publie sur notre site braille.suisse en essayant d'être un peu plus didactique et en expliquant un peu mieux comment on fonctionne. N'hésitez pas à lire nos articles sur braille.suisse. Et je vous remercie de votre attention. Merci Damien, c'était très complet. L'intérêt de t'inviter dans cette conférence qui est dédiée au content marketing, c'est un petit peu de voir le what's next, qu'est-ce qu'il y a après, une fois qu'on a fait ces opérations, parce que finalement aujourd'hui on ne qualifie ces opérations que sur des résultats qui proviennent des plateformes de réseaux sociaux. Oui. Mais qui sont des données qui sont données par ces plateformes, Oui. mais on les intègre plus difficilement dans son plan média. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que là, on a une vision totalement globale de toute son opération média avec cette approche-là. Et je trouve que c'est très fort. Comment est-ce que toi, tu perçois ce poids du content marketing? Alors, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. J'en faisais beaucoup dans le passé, donc je ne vais pas renier cette action-là. Elle est importante puisqu'elle participe à tout ce qui va être customer experience. Pour l'instant, c'est vrai que quand on applique nos méthodes d'acquisition à la performance, on voit que ça reste encore difficilement rentable pour une entreprise suisse, puisque les coûts de production, les coûts de diffusion, même si on va essayer de travailler sur de l'organique, donc favoriser tout ce qui va être le référencement naturel, ou si on est sur des plateformes sociales, sa propre communauté, ça doit rentrer, à mon sens, dans une logique d'expérience client, dans une logique de notoriété au service du client, parce que c'est encore, si on est sur le prisme que de l'acquisition à la performance, complexe aujourd'hui d'être rentable sur le content marketing quand il est dans un but d'acquisition pure. Et c'est là où c'est à pondérer. Nos modèles sont plutôt orientés acquisition. C'est moins un modèle pour juger d'un plan média définitivement et 100% orienté à la notoriété. Mais c'est vrai qu'on est assez pragmatique en Suisse. On ne fait pas du marketing pour du marketing, on fait du marketing pour grandir. Et c'est ce que, en tout cas, nous demandent nos clients. Alors ce CPA, cette rétribution, c'est un peu le rêve de tous
toute marque, Oui. finalement, ne payer que pour ce qui va générer de la vente, parce que finalement, on enlève encore des intermédiaires. Je vois bien toute l'analyse, comment vous essayez de la traquer, d'arriver à des données les plus justes possibles et une rétribution la plus correcte possible. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Parce que toute la partie image, tu pourras jamais la quantifier, tu peux pas savoir. Tu as une personne va être en contact avec plein d'informations avant d'arriver à l'acte d'achat. Peut-être que le dernier pas, mais ce sera peut-être pas celui qui a été décisif. Comment on peut vraiment imaginer qu'un jour on ait un modèle qui soit scientifiquement valable et qui corresponde vraiment à la première personne qui t'a donné l'impulsion, la première plateforme, soit celle qui soit vraiment rétribuée pour l'acte d'achat? Mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le fond de des algorithmes qui ont été mis en place. On n'est pas les seuls à avoir édité ces algorithmes. On s'est inspiré de chercheurs d'Harvard, du MIT, puisqu'il y a des sujets qui Oui, sont c'est une grande question, ça. extrêmement complexe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'intègre pas, comme on a un peu vu, on met pas que les dépenses médias, on intègre aussi toutes les actions marketing. Donc ça veut dire que quand on fait de la production de contenu, quand on fait une stratégie de notoriété, on va intégrer ces coûts-là et on va savoir quand est-ce qu'on a diffusé ces coûts-là. Et on va voir si ça a eu de l'impact sur le chiffre d'affaires. Et on voit par contre que quand on travaille sa notoriété, ça va faire quand même baisser les coûts d'acquisition, puisque la personne va aller plus rapidement sur la marque, même si elle passe par du Google, elle va plutôt cliquer sur les campagnes de marque plutôt que sur des campagnes de mots-clés achetés aux enchères. Donc ça va baisser les coûts d'acquisition et donc le modèle d'attribution, il est capable de détecter cela. Donc on est capable de voir que finalement des efforts offline ont eu des impacts sur l'ensemble de l'acquisition annualisée et comme nous on découpe et c'est ça le gros enjeu en fait finalement, c'est de découper l'ensemble de ces actions à la semaine ou au jour. Le Graal, c'est le jour. C'est de Ah, découper donc on peut exactement suivre quelle opération on a lancée et savoir exactement, oui, et ce qui aura le plus d'impact. et Oui. c'est là où l'algorithmique prend le relais. Si les voitures, pour qu'elles soient autonomes, il aurait fallu mettre des trackers sur l'ensemble de la route, hein, ce qui est le tracking dans le digital, si je fais la métaphore, bah, on n'aurait jamais de voiture autonome, jamais on aurait mis des trackers sur les routes. Donc du coup, ils ont développé quoi? Ils ont développé un algorithme qui reconnaît la route et puis on place la voiture là où il faut sur la route. Là, le modèle, le MMM, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais du tracking pour tout, et on pourra jamais vraiment savoir si c'est cette affiche-là ou cette affiche-là. Par contre, ce qu'on va être capable de voir, c'est que cette campagne liée à ce message, liée à ce moment-là, a généré un revenu et par mesure d'impact, on va comprendre, dire, bah, durant cette semaine-là, il y a eu un nouveau client, c'est quoi le taux moyen de conversion par levier? Et donc on va changer la vue de la source du client, c'est-à-dire bah, il n'est pas venu, certains leviers convertissent plus vite, par exemple le search, la télé convertit plus lentement, donc on connaît à un moment donné les temps moyens pour une entreprise, à partir de quand la personne va convertir, et donc l'algorithme va être capable de dire, en fait, là, ce client-là, il est venu de la télé, parce qu'à ce moment-là, il y avait une campagne, même si cette campagne-là était il y a 3 semaines. Alors c'est clair, si la campagne elle était il y a une année, non, l'algorithme, là, il n'a pas cette puissance-là de remonter trop longtemps dans le temps. C'est pour ça que nous, notre grand rôle, ça va être de documenter un plan média à la semaine ou à la journée pour que la précision de la prédiction soit la plus juste. Mais l'algorithme, je ne l'ai pas tout montré, mais on a des courbes de contrôle, c'est-à-dire qu'on prédit et on contrôle si nos prédictions sont correctes. Et plus le scénario est juste, plus la courbe de prédiction se rapproche de la réalité. Alors ce que je suis en train de comprendre, c'est que finalement, la fin des cookies, de third parties cookies, c'est pas aussi grave qu'on ne le pensait. On est en train de créer de nouveaux outils qui nous permettent de suivre encore plus finement une opération de communication. Oui, et parce qu'elle se base sur justement une prise de hauteur où on se dit: «Bon, bah, on va être aveugle à un moment donné, donc autant, commencer à investir dans des algorithmes qui nous permettent de comprendre par des jeux de digression, de formules très sympas en maths». Mais globalement, J'imagine. la notion de zéro party data, c'est pas une invention Bright, hein, c'est un sujet qui Non, tourne. non, 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 c'est dans le marché, hein, c'est clair. Salesforce fait de plus en plus d'études par rapport à ça, HubSpot aussi, puisqu'ils sont très orientés CRM et c'est au travers du CRM demain qu'on va avoir, des données extrêmement importantes. Quand on parle de Customer Data Platform, enfin, on est quand même dans une logique où, la donnée de son propre client a énormément de valeur et le client, il en est conscient parce que, bah, il préfère quand même être ciblé. Il préfère recevoir quand même une incentive ou une publicité qui correspond
correspond un peu plus à là où il en est, que de recevoir des pubs qui sont pas du tout pour lui. Moi, si je viens d'acheter une voiture, j'ai plus envie de recevoir des pubs pour une voiture. Je vais peut-être recevoir, je sais pas, pour des sièges auto. Mais donc, en fait, finalement, le grand enjeu, c'est d'être là au bon moment. Et donc, dans le passé, on se disait pour être là au bon moment, il faut qu'on arrose pour être dans le top of mind, ce qu'on appelle le push. On pousse de l'information à fond et puis advienne que pourra, on va bien finir par toucher un consommateur au milieu de ce mass market. C'est vrai qu'avec l'avènement du digital et de la capacité de traquer, on était plus dans la réaction, c'est-à-dire je cherche quelque chose sur Google, je tombe sur le produit et je l'achète. Donc là, on est dans la bonne logique. Et puis maintenant, on revient un petit peu en arrière avec cette régulation. Mais cette régulation, elle va toucher au début, c'est clair, l'acquisition d'un prospect, puisque là, il n'y aura pas de miracle, les coûts d'acquisition vont augmenter, ça c'est prédit. Ça, Euh, c'est clair. Par contre, une fois qu'on a acquis ce client-là ou qu'on a commencé à avoir un point de contact avec ce prospect, soit sur les réseaux sociaux, soit via de l'inbound marketing, on va pouvoir le travailler justement via un programme relationnel et commencer à comprendre un peu mieux ce qu'il attend de nous. Alors, cette augmentation du coût d'acquisition, c'est aussi une chance pour les médias qui ne sont pas digitaux. Ils seront moins chers relativement par rapport aux plateformes, par exemple, sociales. Alors, oui, alors moins cher, elles vont moins être impactées par le manque de... Oui, oui, elles ne baisseront pas, mais comme les autres seront plus chères, si tu Avant. veux, relativement, tu seras moins cher, quoi. Oui, par contre, les modèles algorithmiques que là je t'ai présentés, ils intègrent maintenant l'offline. Et donc finalement, via ces modèles-là, on est capable aussi de juger la performance d'un canal offline comme un canal digital. Sauf qu'on n'utilise pas les mêmes systèmes de tracking et de tag et de déclencheurs, mais plutôt sur qu'est-ce que ce canal-là a généré sur son chiffre d'affaires. Donc, moi, je pense que c'est quand même sain de pouvoir comprendre quelle est la vraie valeur ajoutée d'un canal offline, puisque finalement, il en a déjà. En tout cas, sur l'ensemble des clients où on a mis en place le MMM, on a vu que le offline avait de la valeur et ça donne une vraie valeur. Et ça évite plein d'intuitions en disant mais non, le offline c'est fini, vive le digital. Ça, c'est une intuition. Si on regarde les mouvements, oui, en effet, on augmente plus les parts de digital sur la Suisse, mais même partout dans le monde. Mais nous, on voit qu'il y a quand même une place pour le offline, mais qu'il faut le faire de manière assez tactique et qu'il faut le faire en combinaison avec un mix digital et qu'il faut le faire aussi en fonction de sa lifetime value. Si j'ai Alors, une lifetime value trop basse et que je me paye la télé, ça va être très compliqué d'être rentable. absolument. J'ai bien aimé ce lifetime value. Là, tu donnais une durée de 8 ans, mais c'était pour un exemple précis, juste. Non, nous, on aime bien alors c'est notre cœur de métier de faire de la LTV. On a même commencé le pôle data sur notre propre formule, notre propre modèle de lifetime value. Après, on a grandi autour de ces lifetime value parce qu'on a besoin de comprendre les taux de conversion, on a besoin de comprendre le CAC, les coûts d'acquisition par canal, et cetera. Puis après, de manière empirique, on arrive au MMM. Mais la base fondamentale, c'est combien nous rapporte un client, sur sa vie. Et 8 ans, on remarque que c'est une bonne projection, 7-8 ans. Ça veut Mais dire toute industrie confondue ou comment non, c'est tu. clair. Ceux qui ont du service, alors il y a certaines entreprises qui ont des contraintes en termes de liquidité, puisque finalement, plus le lifetime value est grand, plus on peut investir dans le média, mais si l'entreprise a des problématiques de cash flow, parce qu'elle a besoin d'encaisser, je sais pas, la moitié du lifetime value pour pouvoir payer la pub, du coup, on va réguler ça. On va dire, OK, on va peut-être pas baser sur 8 ans, parce que tu as besoin quand même du cash de ces nouveaux clients pour pouvoir continuer à investir dans la pub. Donc, on va être sur des lifetime value de 3-4 ans. Mais 7-8 ans, c'est une bonne base. Donc, il faut à la fois, du coup, avoir une stratégie de rétention importante, parce qu'en effet, si on part sur une base de 8 ans, mais qui part tous au bout de 3 ans, là, on est en enjeu. Donc, c'est pas forcément tout secteur confondu, ça dépend quand même un peu du business model de l'entreprise. Mais globalement, sur du e-commerce classique, ça fait sens de partir sur ces données-là. Mais une fois encore, ça dépend quand même un peu du modèle d'affaires. Donc, nous, en gros, quand on commence à analyser les données, on voit bien si le taux de churn, si tous les clients partent au bout de 6 ans, on va pas proposer une lifetime value à 8 ans, on va plutôt être sur 4-5 ans. Alors, tu parlais dans le cas de la rétention d'un changement d'attitude post-Covid. Est-ce que les clients ont changé? Est-ce qu'on peut dire que ce que vous aviez modélisé et analysé avant, il y a un après ou on est juste dans une phase intermédiaire jusqu'à ce que finalement les comportements redeviennent ce qu'ils étaient avant? Alors, il y a quand même on remarque
et puis les études aussi le corroborent. Alors en Suisse, on a toujours moins d'études que dans le reste du monde, mais globalement, on remarque quand même que les consommateurs, ils ont envie de reconsommer de manière classique, mais qu'ils attendent peut-être une notion un peu plus digitale. Ils ont été habitués au click and collect, ils ont été habitués au restaurant où finalement ils achètent qu'à emporter. Ils ont quand même pris des habitudes et ils ont trouvé du confort dans ces nouvelles habitudes malgré la crise. Et maintenant, ils veulent pas revenir au passé. Ils veulent pas non plus rester comme s'ils étaient confinés. Ils veulent trouver une hybridation de leur modèle. Ils vont continuer à aller dans leur boutique de leur quartier favori, mais ils vont peut-être favoriser le click and collect ou d'avoir une offre où on peut essayer le produit et le recevoir 2 jours après via cette boutique-là. Enfin, il y a quand même eu des tendances, malgré tout, à un renforcement du réflexe e-commerce en Suisse. Ça, c'est clair. Et nous, on le voit sur tous nos clients qui sont plutôt e-commerce, qu'il y a eu une croissance. Elle a été stoppée après le Covid aussi parce qu'il y a eu des nouveaux acteurs et aussi parce que les gens sont ressortis et finalement, au lieu d'acheter une chaise, ils préféraient partir en voyage. Donc, il y a eu aussi un changement d'activité, enfin de thème d'achat. Maintenant, je pense que le mindset a changé et on sera sur quelque chose de beaucoup plus digital. Mais on arrive aussi dans une période très, très étonnante avec une inflation qui va augmenter, la raréfaction de certains biens, le coût de l'énergie qui va exploser. Ça va avoir une conséquence sur le pouvoir d'achat des gens. C'est-à-dire ça, j'ai envie de dire, ces modèles sont... Alors, le Covid était un accident de parcours, et ça c'est clair, pendant 2 ans, c'est très long, mais on pouvait estimer qu'on allait peut-être revenir à un monde d'avant. Maintenant, ces nouvelles contraintes, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que tu vois, Déjà, on est dans est-ce qu'on peut modéliser ça, disons, modéliser l'accident vraiment avec Non, un... alors on peut intégrer ces variables-là. D'ailleurs, dans les algorithmes, on intègre l'effet Covid pour pas biaiser la lecture, surtout quand on calcule des données pour des clients qui ont 10 ans de vie ou 15 ans de vie. Alors là, évidemment, on doit exclure le Covid. Mais globalement, les incidents, on peut pas vraiment les intégrer parce qu'on serait plutôt dans l'intuition et on serait moins basé sur les maths. On sait qu'il y a eu une capitalisation du marché, les gens ont moins dépensé de manière générale, donc ils ont plus de cash. On le voit avec les projets immobiliers qui grandissent. On se doute qu'il va y avoir aussi quand même peut-être un effet de ralentissement de la croissance. Il y a de moins en moins la crise des composants est de plus en plus importante, donc il y a pas encore une régulation sur les stocks et la capacité de délivrer les produits. De là à penser qu'on a compris qu'on veut moins consommer, ça, je pense pas. Par contre, une consommation différente, oui, peut-être plus locale. Mais là, on est dans l'univers un peu plus de l'intuition, à prendre en compte, à pondérer. Et c'est là où on travaille avec nos clients parce qu'eux, ils connaissent leur business, ils connaissent leurs contraintes et ils savent quels sont les risques par rapport à la conjoncture et leur business. Et c'est des variables qu'on peut intégrer si c'est des conjonctures quantifiables. D'accord. Bah, écoute, on te remercie. J'espère que tout ça n'arrivera pas et qu'on puisse rester sur les modèles que tu as mis en place pour l'instant. En tout cas, merci. C'était très complet et je pense que c'est une réflexion qu'on doit aussi avoir lorsqu'on fait du content marketing. Ça fait partie d'un tout. On a un plan média et puis il faut maximiser aussi ses efforts parce que le Oui. content marketing coûte aussi et donc il faut aussi l'intégrer dans le plan média. Je te remercie infiniment. Merci Victoria.